On démarre? Allez, vas-y. Allez. Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les conciergeries de location saisonnière et les sous-loueurs professionnels à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis ravie de réaliser une interview d'Emmanuel Guingamp, qui est le dirigeant de la société Woolock. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro aujourd'hui, Manu. Merci Bienvenue. Elise, bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que, et ce que je te propose, Emmanuel, c'est qu'on puisse découvrir ton parcours qui est très atypique et très intéressant, ton parcours en immobilier, ton parcours avec ta conciergerie aussi également. J'ai plein de questions à te poser et je suis sûre que tout ça, ça va pouvoir inspirer beaucoup de gens. Peut-être, si tu veux, pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, je fais de la location saisonnière depuis 2010. J'ai investi avant dans l'immobilier depuis 2003. Et donc, un peu naturellement, enfin surtout par hasard. Par hasard, en fait, à un moment, on a acheté une petite maison en bord de mer. On a commencé à la louer comme ça en 2010. Donc, c'était avant l'arrivée d'Airbnb. Ça marchait pas mal, même avant Airbnb. Et puis petit à petit, on a acheté un studio en ville et puis on s'est développé, on a grossi. Voilà, et au niveau de la conciergerie, c'est un peu pareil, c'est un peu le hasard aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais des amis qui ont commencé à me donner des biens en gestion. Et j'ai pas pu dire non. Voilà, et de fil en aiguille, j'en ai pris un, deux, trois, et aujourd'hui j'en ai 45 en gestion dans la conciergerie Woolock, qui s'appelle Woolock. Donc c'est W-O-W-L-O-C. C'est une conciergerie spéciale investisseur. C'est pas pour n'importe qui, ça s'adresse pas à n'importe qui, on y reviendra. Mais en fait, j'ai créé la conciergerie que j'aurais voulu avoir en tant que loueur en saisonnier, voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien aussi dans ton parcours, c'est que tu viens d'un domaine d'activité qui n'est pas du tout celui-là à la base. Alors, rien à voir, moi je viens du médical, du social, donc rien à voir avec le business, avec l'argent, avec tout ce qui va avec la location saisonnière, tout ça. Ça n'a vraiment strictement rien à voir, quoi. Ouais. Comme quoi on peut se réorienter aussi professionnellement. Et il n'y a pas d'âge, pour ça. Voilà, parce que comme je fais partie déjà des dinosaures de la location saisonnière, ça fait quand même un paquet d'années quand même que je loue déjà. Ah oui, et j'ai vu toutes les évolutions. C'est vrai que nous au départ on louait, alors je ne parle même pas du RM, mais des annonces, on publiait des annonces dans les petits journaux, quoi, dans les petits journaux gratuits. C'était un truc de fou, ouais. Ah ouais. Et ça marchait bien. Ouais. Le paru vendu, enfin c'est des trucs d'un autre âge, mais on trouvait des clients comme ça, quoi. Tu faisais de la location saisonnière à cette époque-là? Ouais. Genre dans le hic, ça existe le hic ici ou pas? Non, mais chaque région avait son nom de petits journaux, là, des petits journaux gratuits, mais on louait comme ça. Maintenant, ça a énormément évolué. La pratique de la location saisonnière s'est vachement professionnalisée. Aujourd'hui, on n'attaque pas un marché waouh, comme ça. Il faut être au top dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'implantation, au niveau de la décoration, super important, au niveau des photos, au niveau du revenu management. Il faut vraiment avoir une approche très professionnelle parce qu'il y a beaucoup de gens sur le marché. Pour percer le marché, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et par contre, si vous faites bien ce qu'il faut faire, vous allez percer rapidement et puis vous allez avoir des résultats, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, 15 ans, on louait comme ça. Nous, il y avait une ou deux grandes plateformes. Il n'y avait pas Airbnb, Booking, on ne connaissait même pas. C'était pour les hôtels à l'époque. Donc, une transformation globale de la location saisonnière. Et même des loueurs, parce que les loueurs, il n'y avait pas de gens, de professionnels non plus, de gens qui faisaient que ça. Ça n'existait pas. On avait un ou deux biens et puis voilà, on essayait de faire tourner le truc. Ouais, c'était Gîtes de France à la limite. Ouais, enfin, évidemment, il y avait Gîtes de France, et que les vacances. Mais depuis, ils se sont fait dépasser par les grosses plateformes. Puis Airbnb est venu révolutionner en fait toute l'approche. Toute l'approche marketing, c'est sûr que on n'est plus des propriétaires, on est des hôtes, et puis clients, on a des voyageurs. C'était quand même une révolution avec l'arrivée d'Airbnb, quoi. Moi, je me souviens, il y avait des propriétaires à l'époque, ils ne voulaient pas entendre parler d'Airbnb. Ouais, les Américains, Californie, tout ça, c'est nul, on ne veut pas faire. Nous, on a pris le train en marche, et enfin, pas en marche, mais au tout départ, quoi.
Et on ne regrette pas parce que en fait, maintenant, les deux grosses plateformes, c'est Airbnb et Booking. Et il faut absolument être sur ces plateformes-là parce que tout le reste, bon, voilà, c'est pas avec ça qu'on va remplir, quoi. Et du coup, tu vois, sur Ouais. ton parcours où à la base tu pars d'un domaine qui est complètement différent, Ouais. qu'est-ce qui, à ton avis, ont été les facteurs clés de succès pour faire cette transition, tu vois, avec le recul Mm. entre le Manu d'aujourd'hui et d'il y a, alors je ne me rends pas compte en Ouais. termes d'années, tu vois, au moment où tu dirais que tu étais vraiment novice sur ces sujets-là, Ouais. qu'est-ce qui a fait la différence Mais de toi ouais, la aujourd'hui? différence, en fait, moi j'ai beaucoup rénové par moi-même déjà. Donc l'immobilier, je savais ce que c'était. Bon, les histoires de renta, tout ça, je sais pas trop, mais comme j'ai beaucoup rénové, je savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire en termes de matériaux, d'artisans, de suivi de chantier, tout ça. Donc c'est vrai que ça aide un peu Ouais. parce qu'on peut pas me la faire à l'envers, c'est pas possible. Ouais. Donc ça c'est un premier point. Et après c'est le mindset, je pense. C'est l'envie d'entreprendre, de créer de la valeur, d'apporter de la valeur à nos clients. C'est ça en fait. Et c'est vrai que c'est une approche complètement différente du salariat parce que salariat, vous êtes tranquille, à la fin du mois, vous avez votre salaire qui tombe. Mais en termes de richesse, d'expérience, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'avais en plus un travail, c'était énorme. J'avais un travail j'étais au bord de la mer, je voyais la mer tous les matins en allant bosser. Même à la fin, dans mon bureau, ils avaient détruit un bâtiment, j'avais vue sur mer, enfin le truc incroyable. J'avais une prison dorée en fait. C'était une prison dorée parce que tu peux pas t'en aller d'un truc comme ça. Ouais. C'est pas possible. Et j'ai beaucoup de reconnaissance des patients, beaucoup de reconnaissance, pas forcément de l'institution, mais évidemment, parce que les grosses boîtes, vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance, mais beaucoup de reconnaissance des patients. J'apportais beaucoup, mais voilà, il me manquait un truc, il me manquait ce petit côté entrepreneuriat, voilà, on avance, on crée des projets. Et ça, comme je ne l'avais pas dans mon boulot, ben, j'ai été chercher ailleurs en fait. Voilà, tout simplement, avec des notions aussi de vendre ses services, ses prestations. Vendre quelque chose, c'est très très difficile quand vous avez été salarié toute votre vie. Ouais. C'est inconcevable de se dire qu'on peut échanger son savoir avec de l'argent. Alors, déjà, on le fait en étant salarié parce que ben voilà, hein, on échange son temps contre de l'argent. Mais là, vendre une prestation, c'est difficile. Donc au début, je l'ai très mal vendu, la conciergerie, mais j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. J'ai vendu à des clients, mais à des taux, c'était indécent, c'était vraiment pas cher, quoi. Et donc j'ai eu mes premiers clients comme ça, parce que voilà. Et c'est devenu des amis, hein. Et j'ai encore des clients qui sont toujours à ce taux-là, parce que c'était un taux historique. Voilà. Et je le regrette, hein. Ils sont très contents, mais voilà, c'est comme ça. On ne renégocie pas des conventions en cours de marché, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. On ne peut pas faire les choses bien du premier coup, hein. On fait des essais-erreurs et puis on s'améliore et puis c'est pas grave. Voilà, j'ai commencé, ils m'ont fait confiance au tout début. Et déjà, ils étaient un peu fous parce qu'on partait dans un domaine, je découvrais tout aussi, hein. La conciergerie, c'est quand même un sacré métier. Avec un très très haut niveau d'exigence de nos clients, des propriétaires aussi, qui vous appellent, ouais, c'est pas loué là, qu'est-ce que vous faites? Bah oui, bah, on ne peut pas non plus être plein à 99% tous les mois. Il y a des moments, il y a quand même une ou deux nuits qu'on loue pas, hein, faut pas. Donc il y a ça, puis les clients sont très très exigeants. C'est normal, c'est eux qui payent, hein. Et il faut mettre vraiment une organisation militaire, quoi, pour que tout se passe bien, pour que leur séjour soit vraiment une expérience réussie. Donc au tout début, moi j'avais mis ça en place, enfin, surtout pour mes apparts. Et bah, petit à petit, voilà, premier copain, en fait, il me donne 4 apparts, il s'en va en plein mois d'août. Alors lui, il s'en va et il vous laisse avec les 4 apparts. Donc là, je vous explique pas le mois d'août que j'ai passé. Et il n'y a pas Reposant, c'était reposant, je pense. Il n'y a pas eu de grosses boulettes, il n'y a pas eu de grosses erreurs. Et puis petit à petit, avec le réseau, comme j'étais un petit peu présent sur la toile, les séminaires, bon, on a commencé à me donner des clés d'appartement voilà, dans ma ville et puis ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis sur, je sais même pas, 14 villes. 14 villes en France, voilà. Et puis ça tourne très bien et on s'améliore. Et pour la petite histoire, notre histoire avec Élise, un jour, j'ai un petit blog et un jour, je publie, c'était au mois de janvier, je publie mes chiffres de l'année. Donc j'étais assez fier de moi, j'avais, je sais plus, 85% de taux d'occupation. Donc c'était waouh, super.
Donc il y a une fille qui m'écrit pour les 15% restants, vous pouvez me contacter. Oh, je dis c'est qui celle-là? Mais c'est sur internet, vous voyez des trucs bizarres. Et donc elle avait un nom de site. Donc je vais voir, j'affiche complet. Waouh, je regarde la qualité des articles, je dis voilà, je l'avais dans mon équipe tout de suite. Donc je rentre en contact avec Élise. Donc à l'époque, tu commençais tout juste, tu n'avais même pas de formation ou tout ça. Ouais. Je dis waouh, c'est puissant ce truc-là. Donc elle a fait le RM de mes apparts. J'ai vu qu'il y avait des résultats. En termes de chiffre d'affaires, on était à plus de 20%, si je me souviens bien. Je crois que c'était ça. Ouais. Et pourtant, je pensais vraiment maîtriser le truc. Mais en fait, non, j'étais un amateur, mais le pur amateur. Et je me suis dit, voilà, si c'est bien pour mes apparts, il faut que je généralise pour les appartements de la conciergerie. Et voilà, on a démarré comme ça. Ouais. À l'époque, tu n'avais pas d'offre en plus. Donc mais exactement. Il n'y avait rien, donc on a tout créé ensemble. C'est ça. Moi, j'avais un besoin pour la conciergerie. Il me faut ça pour mes propriétaires, il faut qu'on soit au top. Et c'est ce que je vais vendre, moi. On vend de la renta dans la conciergerie. C'est une conciergerie spéciale investisseur. On vend de la renta. Et la renta, voilà, j'ai découvert le RM. Et la première chose, revenu management, bon, il y a pas de, il y a un E à la fin, voilà. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Il y a une erreur. Mais non, c'est en anglais. En plus, elle s'est gaufrée dans son message. Elle a fait une faute d'orthographe. C'est pour dire le niveau. Et en fait, non. En fait, c'est vraiment une science, tout ça. Et moi, pourquoi elle m'a formé un peu Lise, mais c'est pas mon truc, en fait, le RM. Les chiffres, tout ça, c'est pas là où je suis le plus fort. Donc, je lui ai demandé de faire sur mes biens et après les biens de la conciergerie. C'est très bien. En fait, on peut pas tout faire soi-même. C'est pas possible. On peut pas être bon dans tous les domaines. Vous pouvez picorer, vous pouvez essayer des trucs, mais il y a des trucs où vous serez forcément plus fort que d'autres. Et les trucs où vous êtes moins fort, il faut déléguer. Voilà, ça sert à rien d'essayer de vouloir s'améliorer sur des trucs où c'est pas votre truc. Vous voyez, il vaut mieux déléguer. On a une meilleure prestation. Évidemment, il y a un coût, mais en fait, c'est pas un coût, c'est un investissement. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est un investissement pour avoir la conscience tranquille. Moi, quand je dis aux propriétaires, voilà, dans votre ville, de toute façon, ne vous inquiétez pas, les autres ne feront pas mieux. Je le dis vraiment en tout bien, tout honneur, et je sais qu'on sera meilleur que les autres. Donc, je ne vends pas du rêve, loin de là. Je ne sais plus ce que je veux dire. Je me perds dans des fois, ça m'arrive aussi. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, tu expliques un peu pourquoi est-ce que tu trouves que c'est intéressant d'avoir du revenu management qui est délégué à quelqu'un en tant que dirigeant de conciergerie, quoi. Et de le sous-traiter, voilà, complètement, de le sous-traiter à 100%. Élise, elle a les clés du système, du channel manager, et puis c'est elle qui va faire les modifications, qui va faire l'étude, pas l'étude de marché, mais l'étude de prix. Toutes les semaines, voilà, il y a un rapport qui est fait pour savoir où on en est, est-ce qu'on a bien vendu, pas bien vendu, est-ce qu'on augmente les prix, est-ce qu'on les baisse. Moi, je préfère quand elle augmente les prix. Évidemment, quand elle baisse, pas trop quand même. Mais je mets un peu la pression. C'est pour vendre. Voilà, c'est pour vendre, il faut remplir. Et en fait, ce qui est terrible dans notre métier, c'est que chaque nuit qui passe, qui n'est pas vendue, elle ne reviendra pas, quoi. Ouais. Dans l'année, elle ne reviendra pas. Donc, il faut faire le maximum pour la vendre, mais au meilleur prix. Et c'est un métier. Voilà, et il faut être bon dans son domaine. Moi, c'est vraiment des choses où, voilà, c'est pas mon truc. Je pensais au départ, on avait fait la suivi de la formation, le coaching, tout ça, et on peut pas être partout, c'est pas possible. On peut pas développer une entreprise et puis faire du RM en même temps. C'est pas possible. Sinon, il y a forcément des trucs que vous allez mal faire. Donc l'idée, c'est vraiment de s'entourer des meilleurs et de s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que vous. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. Il y a des gens qui adorent avoir leur petite cour et puis voilà, c'est moi qui sais tout. Et puis en fait, vous ne progressez pas. On ne progresse pas comme ça. Ouais. Par contre, pour l'ego, c'est bon. Parce que voilà, mais on ne progresse pas. On ne monte pas un palier supplémentaire. Alors que voilà, avec une personne qui est ultra compétente dans son domaine, dont c'est le métier, bah, c'est vachement simple, quoi. Confier les clés, vous allez les yeux fermés. Moi, je ne me pose pas la question si le RM il est bien fait ou pas, si on est au meilleur prix dans telle ou telle ville. Forcément, on sera au meilleur prix. On est au meilleur prix. Donc là, ça fait un souci en moins.
Des soucis, hein, il y en a plein d'autres en location saisonnière, hein, parce que Ouais. le système, ça saute, que ce soit Airbnb, Booking, C'est ça. Beds24, dès qu'il y a une mise à jour, il y a un truc qui saute, donc les soucis, il y en a tous les jours. Donc Ouais. là, au moins, en termes de tranquillité d'esprit, voilà, au moins on sait que le RM, il est bien fait, et ce qu'on a vendu aux propriétaires, bah, la promesse, voilà, elle est là. Elle Quoi. est là, Elle est là, ouais. ouais. Donc ça n'a pas de prix, ça. Il y a des gens qui se disent, bah, je vais faire ma grille de prix et puis après ça va tourner. Et c'est vrai que toutes les semaines, tu le disais Ouais. tout à l'heure, toutes les semaines, on t'envoie un rapport détaillé des biens. Ça peut être étonnant, tu vois, pour quelqu'un de l'extérieur de se dire, bah, comment ça se fait qu'il y a du travail à faire toutes les semaines? Est-ce que c'est vraiment justifié? Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ouais, ça c'est une super question. En fait, moi aussi, au début, je pensais que c'était ça. Ouais, on fait une grille de prix à l'année, puis c'est bon, on paye une prestation, un one-shot. Et non, en fait, les prix, ils évoluent en fonction de l'offre et de la demande dans la ville. Et les prix sont tout le temps en train de varier. Et en fait, c'est pas du tout statique, le RM. C'est complètement dynamique. Et avec le Covid, l'année 2020, ouais, c'était ultra dynamique. Hein. C'est un peu comme les cryptos, quoi. C'est le truc qui n'est pas régulé et personne ne maîtrise. Et une semaine, voilà, on peut bien remplir. La semaine d'après, on se dit, tiens, pourquoi ça ne se remplit pas aussi bien que la semaine d'avant? Parce qu'il y a eu des décisions politiques, il faut suivre l'actualité, il y a le Tour de France qui passe, etc. Enfin, il y a toujours un truc. Alors ça, on peut le prévoir à l'avance. Hein. Le Tour de France, mais il y a plein d'événements qui arrivent un peu au dernier moment, surtout en ce moment. Et puis la psychologie des gens. Voilà. Des fois, ils veulent tous partir en vacances le même week-end, quoi. Donc vous avez 10-15 réservations qui tombent le dimanche. Voilà, et ça, c'est difficile à anticiper, mais c'est comme ça. Donc il faut s'adapter en permanence. Nous, il n'y a rien d'acquis, quoi. Il n'y a rien d'acquis. Ouais. C'est un métier, on est en permanence en train de se remettre en cause sur les stratégies, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est ultra dynamique. Et si vous décidez de fixer vos prix au mois de janvier, vous allez passer à côté d'un paquet d'argent, en fait, tout simplement. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses parce que même on a essayé au mois de faire du RM au mois, c'est la cata, quoi. Donc il vaut mieux hebdomadaire, le mieux ce serait tous les jours, mais on n'est pas un hôtel de 400 chambres, donc ce ne serait pas rentable, en tout cas en termes de temps. Mais à la semaine, avec des comptes rendus hebdomadaires, une vision hebdomadaire, c'est un peu l'idéal, je pense. Ouais. Même pour toi, en termes de charge de travail, tout ça. Mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup de boulot pour moi et l'équipe. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'inverse des hôteliers, c'est vrai qu'un hôtelier, enfin un analyste revenu management dans un hôtel, il va regarder tous les matins. Nous, on a quand même un business qui est un peu différent. L'hôtelier, il a souvent que une nuit, ça dépend des hôtels, mais nous, à la semaine, déjà, on arrive à être bien précis et trouver le bon compromis. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un bon compromis. À la semaine, pour avoir des résultats et des performances, surtout en ce moment. Et la personne qui ne fait pas ça aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle fait, quoi, en fait. Ouais. C'est un peu triste, mais au niveau des prix, en tout cas, pour moi, c'est pas cohérent. En tout cas, elle n'est pas là pour être du côté des propriétaires. Aujourd'hui, on travaille pour les propriétaires pour leur assurer le maximum de revenus locatifs. Et si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas grand-chose, quoi. Vous allez leur garantir des revenus, mais vous allez passer à côté d'un paquet d'argent qui va rester sur la table. Ouais. C'est ça qui est un peu triste pour les conciergeries qui font pas ça. Bon, elles travaillent certainement pas forcément aussi en fonction de l'intérêt du propriétaire. Moi, j'ai eu une situation hier, je pourrais même pas en parler, mais c'est honteux. Encore des trucs. Les mecs, ils payent même pas les nuits, quoi. C'est incroyable. Enfin bon, voilà, on va pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Malhonnête, en fait, là, c'est de la malhonnêteté. Mais il y a du ménage à faire aussi dans ce milieu-là, mais comme partout. Nous, c'est vrai qu'on a mis en place un truc ultra transparent. Je ne fais pas de la liaison pour vendre ma poloche, mais on a fait un système ultra transparent où vous ne pouvez pas faire l'intérieur au propriétaire ou à la personne qui vient faire le ménage. C'est-à-dire que tout le monde voit toute la communication, donc tout le monde sait à tel moment qui est dans l'appart ou qui n'est pas dans l'appart.
Donc il y a une transparence au niveau de la communication avec les voyageurs, avec le propriétaire. Et tout le monde a les mêmes outils et tout le monde a le même regard. Alors, le propriétaire, il nous paye évidemment, donc c'est pas à lui de répondre, hein. Mais c'est à nous de répondre. Mais il voit ce qui se passe dans son appart. Alors je sais qu'il y a des propriétaires, ça les intéresse pas, mais moi la majorité, je peux vous dire qu'ils regardent ce qui se passe dans leurs apparts. S'il y a des bons commentaires, si tout se passe bien, s'il ne manque pas un truc. Et voilà, donc ils sont informés en temps réel comme nous de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Donc ça, c'est pas mal. Les flux financiers, c'est pareil. Les flux financiers, ça va directement dans leur poche, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça aussi, c'est quand même relativement intéressant parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a des intermédiaires, il y a des commissions qui sont prises, voilà, sur les frais de ménage, sur tout ça. Il n'y a que Airbnb hein, qui prend ça comme sur le loyer et les frais de ménage et en plus qui vous met 20% de TVA en plus. Mais on ne travaille pas comme ça. Enfin, bon. Maintenant, Airbnb, c'est quand même un gros pourvoyeur de réservation. Hein. Attention, hein, on ne crache pas dans la soupe, loin de là. Airbnb nous envoie énormément de monde. Si on n'avait pas Airbnb, ce serait vraiment compliqué. Après, c'est une plateforme qui est perfectible. Hein. Ouais. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais bon, voilà, ils font le job quand même. Ils font le job. Ils nous envoient du monde et voilà, on ne va pas se plaindre quand même. Et du coup, les points forts de ta société, on a mentionné l'orientation rentabilité, et c'est aussi parce que tu t'adresses particulièrement aux investisseurs IMO. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est vrai que moi aussi, je l'ai beaucoup remarqué de l'extérieur quand je vois ta façon de travailler, de communiquer sur ta société et même de l'intérieur. Tout ce qui est transparence, ça, c'est un énorme point fort, c'est vrai, de ta société. Est-ce qu'il y a d'autres points forts à connaître comme ça sur la conciergerie Wouloc? Voilà, comme tu dis, la renta avec le RM. Alors, le RM, le marketing, parce qu'il y a tout ça. On fait des photos on fait venir un photographe pro aussi pour avoir de belles photos. Enfin, c'est la base, hein, vous allez me dire maintenant, aujourd'hui, c'est la base. Si on ne fait pas ça, c'est compliqué. La transparence des flux financiers, de la communication, de toute l'organisation, tout ce qu'on a mis en place aussi au niveau facturation, la visibilité pour le propriétaire de ce qui se passe dans ses appartes, au niveau taxe de séjour, au niveau les montants qu'il touche sur son compte, etc. Alors ça paraît bête, mais hier j'étais en discussion, on me disait bah non, les montants ne correspondent pas entre ce qu'a payé le voyageur et puis ce que je touche, etc. Même en déduisant les commissions. Donc il peut y avoir des nébuleuses. Non, il faut quand même qu'il y ait une transparence absolue là-dessus. On peut pas, sinon ça va pas durer très longtemps en fait l'histoire. Hein. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en atout je suis en train de réfléchir. Il y a le fait que tu sois investisseur aussi toi-même. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça aide pas mal. Ouais. Ouais. Bah, disons qu'on parle la même chose, c'est-à-dire que les attentes, moi je les connais, les attentes des propriétaires, des investisseurs. On les connaît, on est sur la même longueur d'onde quand on a un discours, l'objectif il est le même. Donc c'est vrai que le courant, généralement, il passe bien. Quoi. Forcément, parce que. Et le fait que ce ne soit pas aussi une grosse société internationale avec 50 000 personnes qui ne répondent pas au téléphone, etc. Moi, je suis toujours très disponible. Évidemment, pour les questions des propriétaires, les clients, en priorité aux clients, on est d'accord, mais les propriétaires sur des choses à améliorer. On a fait évoluer nos fiches de facturation, etc. pour avoir plus de visibilité dessus, à l'intérieur, pour avoir des informations plus claires pour les propriétaires. Donc ça aussi en fonction de leurs demandes, parce qu'il y en a qui vont demander des choses, il y en a d'autres où on n'a pas besoin. Mais c'est eux aussi qui nous font évoluer, qui nous donnent leurs besoins, et nous on fait évoluer les outils à l'intérieur de l'entreprise. Quoi. Ouais. Donc après, c'est les gros trucs qui sont là, c'est la transparence absolue. Nous, on fait les annonces, on les fait au nom des investisseurs, au nom des propriétaires. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas contents de nos services, il n'y a pas de souci, ils partent avec leurs annonces, avec leurs commentaires, avec l'antériorité des plateformes derrière. Vous voyez, moi, je ne crée pas des annonces sur mon compte, le compte de la conciergerie. Les annonces, elles appartiennent aux propriétaires. Ça, c'est la base. S'il y a un truc à retenir, dans comment choisir une conciergerie, le jour où ça ne va pas, vous repartez avec vos annonces, posez la question. Il n'y en a pas beaucoup qui le font parce que c'est un peu l'enfer, parce qu'il faut créer des nouveaux comptes pour chaque propriétaire, évidemment. Donc, c'est super important parce que déjà, moi, je n'ai pas une clientèle captive. S'ils ne sont pas contents de mes services, ils peuvent s'en aller et en plus, ils s'en vont avec leurs annonces. Donc, ils partent avec
Voilà ce que j'ai pu faire, les résultats qu'on a pu avoir, etc. Donc en fait, ça leur libère d'un poids. Ils se disent tiens, je peux m'en aller aussi, voilà. Et je partirai pas en slip. Et puis moi, de mon côté aussi, ça met la pression parce que je le sais qu'ils peuvent s'en aller. Donc on est obligé d'être bon. Donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ouais. Là, on ne peut pas essayer de magouiller ou faire des choses pas vraiment honnêtes. On est obligé de voilà, d'être transparent. Et ça, c'est super apprécié. Et les gens, ils comprennent tout de suite que c'est un atout incroyable, quoi. Donc moi, après, si ça se passe mal, ça se passe mal. Voilà, au revoir. Et puis ils reprennent leurs annonces, voilà. Et généralement, ça se passe plutôt bien, quoi. Ouais. Il y en a peu qui veulent s'en aller, quoi. Voilà. Pour un investisseur qui serait en train d'y réfléchir en ce moment, tu vois, qui aurait peut-être un patrimoine en longue durée, en colocation, et qui se dit tiens, bah là j'ai une nouvelle opportunité, j'ai un nouvel appart qui arrive, j'hésite à le mettre en location courte durée. Est-ce que c'est... Parce que la légende actuelle, c'est de se dire bah, c'est évident que c'est pas du tout le moment pour faire de la location courte durée. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, les investisseurs qui veulent passer leur patrimoine en courte durée, je leur pose plusieurs questions. Je ne prends pas le marché comme ça. Je pourrais le prendre et puis voilà, réfléchir après. Alors, on ne fait pas de la location saisonnière partout et c'est ça le problème. Et là, j'ai eu le cas d'un gros propriétaire. Il y a plusieurs lots et en plus, c'était dans ma ville, donc je connais très bien, pas de chance. Et là, il me dit, ouais, sur cette place-là, là, j'ai des appartes et la place, je la connais par cœur. Il y a tous les bars, tous les restaurants. En clair, on ne peut pas dormir, c'est pas possible. Ouais. L'été, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Et puis l'hiver, il y a beaucoup de monde sur cette place. Et même avec du double vitrage, même en blindant au niveau phonique, c'est pas possible. Et donc les clients auraient des mauvaises expériences. En clair, ça serait l'enfer. Ouais. Nos clients, je le rappelle, hein, accessoirement, ils viennent pour dormir. Ça, c'est le premier point. Donc l'appart, il est mal placé, même si c'est un immeuble, même si on me fait miroiter des centaines de milliers d'euros, moi je vais le dire aux clients, aux propriétaires, je dis non, mais attendez, ne faites pas de la courte durée à cet endroit-là, c'est pas possible. Ça va pas fonctionner. On va prendre le bien, on va louer un peu, on va avoir des mauvais commentaires, c'est pas la peine. Donc évitez. Alors il n'était pas content quand je lui ai dit ça, forcément, parce qu'en plus il en avait plusieurs. Donc je suis le mec, voilà, gros propriétaire, gros investisseur. Non, mais c'est accessoire pour moi, ouais, bien sûr. Et bon, il n'était pas très content quand je lui ai dit ça, mais moi, d'une part, c'est des ennuis. Demain, si je le prends, parce que j'aurai des problèmes, parce que les gens ne seront pas contents, etc. Et lui, il va me dire, mais attendez, vous êtes le roi de la location, et puis là, les gens ne sont pas contents, qu'est-ce qui se passe? Donc je préfère lui dire tout de suite, parce que ça, au niveau de l'implantation, c'est clair que c'est la première chose à étudier. On ne fait pas de la location saisonnière n'importe où, que ce soit au niveau de la localisation dans la ville. Après, au niveau de la copro, si vous avez un appart, il faut bien lire dans votre copro le règlement de copro, parce que la location saisonnière peut être interdite. En tout cas, elle peut ne pas être autorisée et il faut faire très attention. Est-ce que dans l'immeuble, est-ce qu'il y a beaucoup de locataires ou beaucoup de propriétaires? Vous allez faire du business ou vous faites du business, s'il y a beaucoup de propriétaires, ça va être un tout petit peu compliqué. S'il y a beaucoup de locataires, c'est pas la même chose, mais vous pouvez avoir des problèmes. Donc il faut bien faire les choses. Donc règlement de copro, il faut le lire. Après, il faut aller à l'urbanisme, évidemment, pour voir si dans votre ville, il n'y a pas des histoires de compensation de surface, etc. Dans les grandes villes, c'est ça. Donc on ne fait pas de la location saisonnière n'importe où. Oui, c'est rentable, oui, mais il y a des règles à respecter. Et il faut absolument être dans les clous parce que ça va très vite. Hein. Il suffit que la copro mette la pression ou n'importe quoi. Si vous n'êtes pas dans les clous, ça va aller très vite. Donc moi, non seulement je vais avoir travaillé pour rien, je ne suis pas très content. Deux, vous allez perdre du temps, peut-être de l'argent. Si vous faites des divisions sauvages, des choses comme ça, il faut remettre au goût du jour, c'est pas la peine. Il faut mieux faire les choses bien. Et puis, c'est tellement plus simple quand on fait les choses bien. Oui. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis voilà, après, au niveau des propriétaires, c'est pareil. Bon, c'est mieux quand ils apportent plusieurs lots. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui travaillent de l'immeuble. C'est plus simple aussi à optimiser en termes de gestion. C'est beaucoup plus simple. Et puis là, on a des résultats un peu exponentiels aussi. Et voilà, après, je sais pas si tu avais d'autres questions. Les préjugés, ça peut être aussi, tu vois, par exemple, comme tu sais, ma sœur, elle cherche à investir actuellement.
Et quand je lui ai montré les taux de remplissage sur les villes, là, sur l'année, Ouais. elle était étonnée que ce soit pas zéro, en fait. Et je me suis rendu compte, mais c'est vrai, enfin, zéro, j'exagère peut-être un peu, Ouais, tu vois. 10%. Mais c'est Ouais. ça, que ce soit pas une sorte d'encéphalogramme plat, Ouais. tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser ça. Et en fait, c'est pas la Ouais. réalité qu'on vit en location saisonnière aujourd'hui, malgré la pandémie. Non, mais c'est très bien qu'ils pensent ça. Ça laisse de la place aux autres. Ouais, non. Sauf s'ils viennent te voir. Alors, voilà. Alors, avec la pandémie, en fait, on a été touché différemment en fonction des typologies de villes. Les villes les plus touristiques, très très touristiques, bah, évidemment, comme il n'y a plus de touristes, bah, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est très difficile de louer en location saisonnière, en courte durée. Des villes comme Paris, Colmar, on a eu beaucoup de difficultés, ou Bayeux, pour ne citer que les villes que j'ai en gestion. Donc ces villes-là, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus personne, il n'y a plus de locataires. Donc, voilà. Par contre, des villes où il y a de l'activité professionnelle toute l'année, on a vu passer le Covid, oui évidemment, mais c'était vraiment pas la catastrophe. Hein. Franchement, nous, en 2020, sur ces villes-là, on a très très bien loué. Hein. On a perdu, c'était 10-15% de chiffre d'affaires, mais on a quand même été fermé plusieurs mois. Il y a eu 2 confinements, des limitations de déplacement. Franchement, c'est pas la catastrophe, quoi. Donc, ça dépend du typologie de ville dans lequel vous investissez. Aujourd'hui, vaut mieux une ville qui tourne au niveau industriel, où il y a vraiment des déplacements professionnels. Nous, notre clientèle est plutôt là. Et puis, dans la semaine, il y a plus de jours dans la semaine que le week-end. Hein. Les villes très touristiques, c'est bien, mais moi, je préfère remplir les 5 jours de la semaine avec une clientèle pro qui ne pose pas de questions plutôt que remplir de nuit avec une clientèle touristique. Voilà. Donc, ouais. Après, si vous avez les deux, c'est encore mieux, quoi. Hein, une grosse ville industrielle où il y a vraiment je sais pas, des industries tertiaires, industries un peu haut de gamme avec des chefs d'entreprise, des consultants qui se déplacent, beaucoup de sous-traitance. Je ne vais pas citer les villes, hein, on les connaît par cœur, mais là, on va être sur YouTube ou je ne sais pas où. Bon, mais on les connaît, les villes qui tournent. Et les villes très, voilà, où il y a l'activité professionnelle, voilà, c'est cool. Nous, le Covid, voilà, c'est pas la catastrophe, quoi. La question qu'on pourrait se poser sur ta société, c'est que là, donc, tu es basé dans une ville, dans ta ville, et tu travailles dans plein de villes différentes. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à garantir, peut-être sans révéler les secrets que tu ne voudrais pas révéler, mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à garantir la même qualité de service dans une ville dans laquelle, peut-être initialement, tu n'étais jamais allé de ta vie? Ouais, alors moi, en fait, j'ai de la chance. Bon, ça n'existe pas trop, la chance. Non, j'arrive à trouver des personnes motivées, motivantes, et franchement, j'ai une équipe de fous au niveau local. Donc, c'est des gens voilà, donc, qui ont envie de créer leur conciergerie ou qui l'ont créé, qui débutent et qui ont envie de se lancer, etc. Donc, c'est plutôt des chefs d'entreprise. Et j'ai eu pour l'instant, je touche du bois, mais ça se passe vraiment bien avec ces gens-là. C'est des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, je ne travaille pas avec des femmes de ménage. Et ouais, tout le monde travaille avec des femmes de ménage parce que c'est moins cher, etc., etc. Et il y a des business models qui se sont créés là-dessus. Et moi, je préfère travailler avec des chefs d'entreprise qui vont grossir. On va grossir ensemble, on va avoir de plus en plus de biens. On n'a pas du tout c'est pas du tout le même spirit, l'état d'esprit. Et en termes de responsabilité, c'est pareil. C'est pas du tout la même chose. Et en termes de rémunération, c'est pas du tout la même chose. Et en termes de résultats, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Tu veux dire plus cher en termes de rémunération, juste pour être sûr de bien comprendre ce que tu dis? Ouais, certainement. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, si vous payez les gens au lance-pierre, vous aurez une prestation au lance-pierre. Et sauf que les clients derrière, ils veulent pas de prestation au lance-pierre. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Il y a un moment, il faut aussi bien payer les gens. Et moi, les frais de ménage, je les discute même pas. Quand on me fait un devis, je dis OK, on présente ça au propriétaire, ça va pas. Alors je connais maintenant en France voilà, combien on est, et évidemment si vous me présentez voilà, du 120 € pour faire un studio, comme récemment. Ah, c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Ok. Et je dis, attendez les gars, 120 € pour faire un studio là, c'est un tout petit peu trop. Alors, bon, on a une explication avec le dirigeant, bon, voilà, donc on va pas travailler avec lui, mais
Lui, en fait, c'est pas du tout sa cible, le studio. Donc, ça s'explique. Hein. Sur des grosses maisons, pourquoi pas. Hein. Moi, je connais des personnes, elles font du checking sans ménage à 150 euros sur de la grosse maison. Mais c'est de la maison à 2000, 3000 euros. Et juste la remise des clés, c'est 150 euros. Bon, pourquoi pas. Après, il y a des business models qui. C'est une grosse conciergerie, hein, qui a plus de lots que moi et ça va très bien. Mais nous, on travaille, on fait de la LCD. Donc, on a une clientèle surtout. On a surtout des apparts en ville. Petite taille ou grande taille. On développe aussi avec des maisons en Corse, dans des grandes villes. C'est pas mal la maison aussi. Ça répond à une autre clientèle. Il faut bien analyser le type de clientèle vers lequel vous allez aller. Hein. Ça n'a rien à voir. Une clientèle ouvrière, clientèle d'entreprise, et puis une clientèle voilà, touristique, étrangère. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir. Et la prestation n'a rien à voir. Donc ça s'adapte, on s'adapte vraiment aux villes et puis en fonction de la clientèle. Et pour en revenir, ouais, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment au top et qui cherche aussi cette autonomie, c'est-à-dire que moi je ne suis pas derrière eux. Je suis pas derrière eux, j'ai pas mis de système en place pour contrôler, faire des photos, etc. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Ils sont responsables. De toute façon, le client, je peux vous dire un truc, si ça se passe mal, il nous appelle tout de suite. Hein. Oui. Le client, il fait aucun cadeau. Et ça, tout le monde le sait. Donc, on ne peut pas se cacher derrière. Ouais, c'est pas moi. Non, mais voilà, c'est en termes de responsabilité. Donc, moi, je préfère avoir des gens responsables plutôt qu'une armée de personnes qui font juste le ménage ou c'est la foire, quoi. Voilà. Après, c'est un choix. Alors, je ne dis pas que c'est la foire dans toutes les personnes qui font le ménage, hein. C'est pas ça du tout. Mais je préfère avoir des gens, des chefs d'entreprise plutôt qu'une personne qui fait que le ménage, quoi. Oui. Et du coup, on est un peu dans cette équipe-là aussi, chez J'affiche complet, parce qu'on est beaucoup en contact. Beaucoup. Tous les deux. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire ce que serait ta vie sans avoir souscrit au service J'affiche complet aujourd'hui en tant que chef d'entreprise de ta conciergerie? Ah ce serait un enfer. Mais non, en fait, moi je vends la prestation aussi à mes propriétaires. Donc si j'avais pas J'affiche complet, je n'aurais pas vendu la même chose, évidemment. Ce ne serait pas une conciergerie spéciale investisseur. Parce qu'il faut quand même une partie RM, forcément. Donc j'aurais pas vendu la même chose. J'aurais été un peu plus comme les autres. On fait du RM. Voilà, j'ai 2 personnes qui font du RM pour 2000 appartes. Voilà, super. Les mecs, ils font de la flûte, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, non, ça n'était pas la même chose. La prestation n'aurait pas été la même. Après, ça correspond à ce qu'attendent la majorité des propriétaires. Voilà, ils s'occupent de rien, ça tourne, ça vivote, et puis ça leur suffit. Il y a des gens pour qui ça leur suffit, super, tant mieux. Mais moi, mes clients, ça leur suffit pas. Mes propriétaires, ce qu'ils veulent, c'est le maxi, quoi. Ils veulent le maximum de rentabilité. Donc, on met le maximum d'efforts. Moi, Élise, c'est mon premier poste de dépense. C'est un quart de mon chiffre d'affaires. C'est un quart du chiffre d'affaires. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas qu'elle me coûte cher, c'est que j'en ai besoin, mais il faut que je le fasse. Et c'est comme ça. Voilà, c'est un investissement. C'est ce que je vends aussi. Donc, c'est pas que ça coûte cher. Mais si vous vendez ça, il faut mettre en place l'organisation qui va avec les prestations qui vont avec, quoi. On travaille qu'avec les meilleurs. Il y a aussi le fait que comme nous, on te produit aussi des croissances de chiffre d'affaires, c'est notre travail de faire que tous les mois, tous les ans, ça augmente. Ça vient aussi en partie prendre en charge ces charges qu'on occasionne, en fait. Complètement. C'est ce que je dis aux propriétaires, je leur dis le surcoût de la conciergerie, il est compensé avec l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation des bénéfices, et largement, en fait. Ouais. Et comme je m'adresse à des investisseurs, je leur explique pas 2 fois, en fait. Voilà. Là-dessus, c'est pas une surprise, hein, pour eux. Au contraire, ils savent bien, sur certains appartes, là, je pensais en Corse, là, on double pratiquement le chiffre d'affaires initial du propriétaire. Donc, c'est des gros revenus. Donc, voilà, tout le monde s'y retrouve, en fait. Même le propriétaire, en ne faisant plus rien, il a quand même une croissance de son chiffre d'affaires
Et puis en fait, dans l'entreprise, tout le monde est un petit peu intéressé de près ou de loin aux résultats aussi. Dans Woolock, évidemment, Élise, elle est payée, il y a un fixe et puis un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc plus on rentre de chiffre d'affaires, plus elle est payée aussi. Moi, la commission de Woolock, elle est en fonction du chiffre d'affaires. Et je redistribue aussi une partie du montant du chiffre d'affaires à toutes mes gestionnaires qui sont sur place sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne touchent pas non plus un intéressement, on va dire ça comme ça. Une participation au résultat global de la performance de l'appartement. Quand on loue des nuits à 300, 400 balles, il y a un moment où il faut aussi qu'elle s'y retrouve. Ouais. Ça me paraît logique. Voilà. Tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde ne le fait pas aussi. Voilà. Ça fait partie aussi du petit truc. C'est peut-être pour ça que ça tourne aussi bien. Hein. Je ne sais pas. Il y a une relation de confiance aussi avec. Voilà. Et puis l'argent tourne. C'est important que l'argent tourne. L'argent, ça ne sert à rien qu'il soit bloqué à un endroit. J'en ai de plus en plus. Et puis l'objectif, c'est pas de saigner tout le monde. L'objectif, c'est que ça tourne, que tout le monde soit content, que ce soit les propriétaires, mes prestataires, les gens avec qui je travaille. Et puis les gens après qui sont sur le terrain aussi, qui font un travail énorme sous forte contrainte de temps. C'est un travail très difficile, hein. On n'en parle jamais assez, mais c'est un travail qui est très très difficile, très très exigeant. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est sûr. Et voilà quoi. Tout à l'heure, tu parlais des propriétaires. Tu leur parles un peu de la gestion des prix et tout ça. Est-ce que c'est des propriétaires à qui ça fait plaisir de savoir que dans ton équipe, il y a quelqu'un qui gère les prix, ou c'est un sujet qui est un peu transparent pour eux, c'est pas forcément… Alors ça, j'en ai parlé beaucoup au début, et là, j'ai plus trop le temps d'en parler, en tout cas régulièrement, de manière assez régulière. Après, je les ai tous… Parce qu'ils sont contents. Voilà, je les ai tous régulièrement au téléphone, ils voient que ça roule, ils voient qu'on s'écarcasse, ils voient bien le marché… Le marché, notamment avec le Covid, c'était comme ça. Hein. C'était en fonction, c'était le jeudi soir. Hein. Jeudi soir, annonce présidentielle, paf. Ouais, c'est vrai. Combien de fois on a fait ça? C'était de la folie, quoi. À chaque annonce, jusqu'à… On attendait. On attend, et puis on rectifie le tir, on adapte, on s'ajuste. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps en fonction des réservations. Donc, on s'adapte, et puis les propriétaires, on leur communique. Voilà, ils savent qu'on fait le maximum. De toute façon, ils voient bien les calendriers. Les calendriers, ils sont pleins. Donc ils voient bien qu'on bosse, quoi. C'est pas possible. Je leur dis, au mois de janvier, sur des petits studios, là, dans ma ville, on était entre, je sais plus, c'était 85, 95, voire 100% taux d'occupation. Je dis, mais comment, c'est pas possible. Après, c'est une histoire de prix. Mais on a des résultats comme ça dans toutes les villes aujourd'hui. Il n'y a pas des villes où ça rame. Donc… Bon, des résultats comme ça ne s'invente pas. On ne peut pas avoir des résultats comme ça parce que on est en train de siroter des pina coladas au bord de la mer toute la journée. C'est pas possible. J'aimerais bien. Hein. Ça, c'est la prochaine phase. Ça va être comment avoir des résultats comme ça, mais avec les cocotiers. Mais en fait, la conciergerie 100% automatisée, ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça, c'est du vent aussi. Ça n'existe pas. Il faut être derrière parce que on est tout le temps en train de faire des mises à jour aussi. Il y a tout le temps des trucs qui sautent, il y a des clients. On travaille de l'humain, donc on ne travaille pas avec des machines. Et les machines, les plateformes, pensez pas qu'Airbnb, Booking, c'est tout le temps en train de sauter. C'est-à-dire qu'ils font une modification à droite, ils font une mise à jour à gauche, paf, il y a un truc au milieu. Voilà. En ce moment, par exemple, les co-hôtes, ils ne peuvent pas valider, confirmer les réservations. C'est pas validé, c'est autorisé. Ouais, on peut plus en tant que hôte. Ouais, c'est quoi ce délire? Donc on est obligé de se connecter sur le compte propriétaire pour valider des réservations. C'est pas possible, c'est pas possible. Ouais. Il y a un mois, c'était pas comme ça. J'ai l'impression que c'est localisé aussi. C'est pas partout. Donc ils font des mises à jour à un endroit en France, mais pas à d'autres endroits. C'est comme ça. Donc il faut jongler avec tout ça. Des fois, il y a des mises à jour
aux States. Voilà, eux ils font ça la nuit, mais chez nous c'est en pleine journée, donc Beds 24 est en carafe. Et là je peux vous dire qu'on rigole un peu moins parce que quand ça saute, ça saute. Ouais. Ouais. Donc là on est un peu sur donc il faut être réactif. Donc les propriétaires ils le savent tout ça. Parce que moi je leur dis, eux ils le voient, ils le voient quand ça saute. Hein. Ils disent c'est quoi le problème là? Ben non, c'est encore un truc qu'a fait. Donc on est obligé de se justifier. Ouais. On trouve pas des excuses bidons. Hein. C'est comme ça. Mais en fait, au début, je me disais c'est pas possible. Pourtant, on fait tout bien. Et en fait, c'est comme ça. Je pense que tout système, même dans une entreprise, une industrie, vous avez une chaîne de production, ça se passe jamais comme prévu parce que il y a une rupture d'appro, parce que il y a un salarié qui est pas là, etc. Donc il y a toujours des ajustements à faire. Et en fait, moi j'étais dans ma tête à avoir un système, waouh, on va mettre de l'huile dans les rouages, puis à un moment il y aura plus rien à faire. Et en fait non, on est obligé d'intervenir à chaque fois. Et voilà. Bon après, on travaille avec des outils performants. Et je pense qu'on a certainement moins de problèmes qu'avec d'autres outils. Ah oui, On travaille avec Base 24. Base 24, c'est quand même super performant. C'est un des meilleurs channels au monde. Donc voilà, on travaille quand même avec des grosses plateformes. On travaille, voilà, les petites plateformes, tout ça, on ne peut pas travailler parce qu'au niveau de l'intégration, c'est compliqué. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà. Alors, je sais que tu as une liste Ah, d'attente. Tu as une liste de questions, toi, c'est Non. incroyable. Non, j'allais justement te parler de ma dernière question. Vas-y, non, vas-y. On est parti. Hein, non, mais je le promets, j'allais dire, je sais que tu as une liste d'attente incroyable pour pouvoir intégrer, pour bénéficier de tes services. Manu, il a une liste d'attente jusqu'en 2035, je crois, c'est ce que tu m'as dit. Non, en plus, sérieusement, c'est vrai que tu as une liste d'attente. Est-ce que, voilà, au visionnage de cette vidéo, si quelqu'un a envie de te contacter pour te demander s'il pourrait prendre en charge, enfin, si tu pourrais prendre en charge son appartement, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que… Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, je suis très mauvais à ce niveau-là. Dans le développement de l'entreprise, j'ai voulu tout faire moi-même, voilà, bien joué. Et il y a un moment, il y a un peu un goulet d'étranglement et on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que j'ai eu une liste d'attente assez longue et c'est pas bon. C'est bon pour personne, pour les propriétaires parce qu'ils attendent. Bon pour moi, c'est pas bon parce que voilà, on envoie une image qui est pas, les attentes, c'est pas terrible. On crée de la rareté alors que il faudrait la créer ailleurs. Hein. Donc c'est pas bon. Aujourd'hui, je suis en train de m'organiser pour aussi sous-traiter cette partie technique, remplissage des annonces, Beds 24, tout paramétrer. Donc je vais être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Aujourd'hui, c'est 2 mois. Là, je ne prends pas d'appartement dans les mois qui viennent. Parce que c'est trop compliqué et puis on est obligé de faire du bon travail aussi, donc voilà, il y a un temps de mise en œuvre. On ne peut pas rentrer un appart comme ça en 3 jours, c'est pas possible. Il faut se déplacer, il faut discuter sur la boîte à clé, pas boîte à clé. Il y a beaucoup d'interrogations, de questions, il faut établir la confiance avec les propriétaires. Ça ne se fait pas du jour au lendemain tout ça, donc on ne peut pas être ultra réactif à ce niveau-là. Et moi, je préfère une croissance linéaire, mais voilà, sans accroc. Généralement, quand je lance un bien, je ne reviens pas dessus, c'est-à-dire que ça tourne du premier coup. Ça peut paraître bizarre hein, si vous entendez ça, mais je préfère le dire. Voilà. Et puis voilà, il y a une liste d'attente, j'espère qu'elle sera de plus en plus courte. Mais voilà, pour l'instant, il y a un petit peu d'attente. Il faut prendre son mal en patience et anticiper aussi. Et ne pas hésiter à prendre contact assez tôt dans votre projet pour voir déjà s'il est réalisable, faisable. Moi, je préfère décliner. J'ai eu le cas. Ah, c'était quoi? Il était placé, voilà, mais en centre-ville, mais hyper centre, impossible de se garer. Une ville très touristique, mais impossible de se garer, vraiment en hyper centre. Et il voulait louer toute l'année. Ouais, c'est compliqué d'apporter une clientèle, d'amener ici une clientèle professionnelle toute l'année avec une énorme saisonnalité de l'appartement au niveau de la clientèle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens mais l'été et très très peu l'hiver. Donc en fait les clients l'hiver, il va falloir être très performant au niveau du RM, donc on va baisser les prix. La clientèle pro à l'hypercentre, elle va peut-être pas forcément y aller parce qu'elle veut se garer à proximité. Donc je lui ai dit, ton bien est sympa en plus, le bien a besoin d'une bonne déco et je crois qu'il n'était pas prêt pour faire venir une décoratrice. Donc je sentais pas trop, je préférais lui dire que voilà, c'était niette, on n'allait pas pouvoir travailler ensemble, j'étais désolé.
plutôt que de prendre son appart et de ne pas pouvoir le pousser au maximum. Parce que l'objectif, c'est quand même de le pousser au maximum. Et donc, je choisis un peu les biens aussi. Mais si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Et aujourd'hui, percer un marché, ce n'est pas évident. Et il faut vraiment le bien adapté au marché aussi. Et si le bien il n'est pas adapté au niveau de l'emplacement, de la décoration, etc., on va avoir vraiment du mal à percer le marché. Et si on ne perce pas, le client propriétaire il n'est pas content. Nous, on a ramé pendant plusieurs mois à envoyer du monde dessus et ça n'a pas matché. Donc tout le monde va perdre du temps et tout le monde va être déçu. Donc moi, maintenant, je préfère avoir le culot de dire non et pas faire plaisir au départ, mais au moins, voilà, je suis franc, je le sens, on y va. Et j'investis dans cet appartement-là. Ouais. Et si je ne le sens pas, je préfère le dire au propriétaire qui ne perd pas de temps. Si en location meublée classique à l'année, il va avoir plus de résultats, je préfère lui dire dès le départ, plutôt qu'au bout d'une année, qu'il compare les chiffres et puis qu'il s'aperçoive que non, en fait, ça a été très difficile parce que le bien ne correspondait pas au marché. Super. Voilà. Du coup, je préfère être honnête. Top. Je sais que... On va sur le site Woolock, alors on fait ça Voilà. Si on est propriétaire. Voilà, si vous êtes propriétaire. Vous allez sur le site Woolock, donc WOWLOC. Je mettrai le lien en commentaire. Voilà, vous verrez comment est structuré le site. Là aussi, il y a pas mal d'évolutions qui vont arriver. Et puis, il y a mon numéro de téléphone. Si vous préférez par mail, vous prenez contact directement avec moi. Vous m'envoyez le lien de vos annonces. Le lien de votre annonce Airbnb par exemple, ou si vous n'avez pas d'annonce, quelques photos de l'appartement, la situation géographique, puis je vous dirai ce que j'en pense en toute honnêteté avant de prendre le bien en gestion. Ça vous fera gagner du temps. Généralement, c'est toujours ce qu'on me dit. On dit ah bah oui, je suis content de vous avoir appelé parce que j'avais fait une grosse erreur. Voilà. Et puis on prend contact et je vous expliquerai comment on peut avancer ensemble. Et puis après, vous aurez la chance d'avoir vos tarifs réalisés par Élise et son équipe. Tout ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses importantes, évidemment, de toutes les petites choses qu'il faut mettre, petites choses, c'est une grosse chose, le RM, mais toutes les petites choses qu'il faut mettre bout à bout pour avoir des résultats en location saisonnière, l'implantation. La décoration, la photo, le marketing, toutes les stratégies marketing, la fidélisation de la clientèle, le RM évidemment, et voilà, pour avoir des résultats et pour percer dans la LCD aujourd'hui. Top. Écoute, merci beaucoup Manu pour cet échange super intéressant. Écoute, avec plaisir. Tout ce que tu nous as partagé, c'est vraiment des pépites. Donc merci, j'étais ravie de t'accueillir sur la chaîne et puis au plaisir de... Ouais, moi aussi ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup. Et puis de toute façon ça se passe super bien dans le boulot, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, 2 ans, 3 ans. 2 ans, ouais. Voilà, de toute façon c'est une relation de confiance là aussi, tout est une relation de confiance, donc allez-y, louez en LCD, ayez des rêves, et Viséo pour avoir des bons résultats, et puis contactez-nous, il n'y a pas de souci, on répondra à votre demande. Voilà. Joli mot de la fin. Merci Manu.